Bonjour, ici Marc-André. J'espère que ton début de session se passe bien. Aujourd'hui, sujet numéro 3, la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est l'étude quantitative de réactions chimiques. Elle se base sur la loi de la conservation de la masse, énoncée au 18e siècle par M. Antoine Lavoisier, selon laquelle la quantité de matière reste constante lors de réactions chimiques. Ou dans ses propres mots, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les réactions chimiques sont quant à elles décrites à l'aide d'équations chimiques où des coefficients stoichiométriques, des petits entiers, sont placés devant les espèces chimiques afin d'être équilibrés, c'est-à-dire en accord avec la loi de la conservation de la masse. Par exemple, ici, on a l'équation chimique qui décrit la combustion du propane, C3H8. On peut donc lire qu'une molécule de propane réagit avec 5 molécules d'oxygène afin de former 3 molécules de gaz carbonique et 4 molécules d'eau. Mais habituellement en chimie, on lit les équations chimiques en termes de mol, ce qui représente simplement une échelle plus grande. On se rappelle qu'une mol équivaut à 6,022 fois 10 à la 23 entités. Donc, une mol de propane réagit avec 5 mols d'oxygène pour donner 3 mols de CO2 et 4 mols d'eau. L'important ici, c'est que les ratios entre les substances sont restés les mêmes, peu importe l'échelle. Les ratios entre les substances, c'est ce qu'on appelle les rapports molaires. Par exemple, une mol de propane correspond à 3 mols de CO2 ou 5 mols d'oxygène correspond à 4 mols d'eau. En termes de masse, c'est juste de convertir les mols en masse à l'aide des masses molaires, ce que je vous invite à faire à l'instant. Si je fais la somme des masses consommées dans les réactifs, ça me donne 204,1 grammes. Et si je fais la somme de la masse des produits formés, ça me donne également 204,1 grammes. Donc, ça démontre qu'on est en accord avec la loi de la conservation de la masse. Alors, en stoichiométrie, on va voir 3 cas d'exercice. Dans les cas 1, une seule donnée numérique va être fournie. On va voir 2 exemples ensemble. L'exemple numéro 1, la réaction de combustion de 5,08 g d'éthylène dans l'air. Donc, on considère cette réaction-là. Et je vais vous montrer comment faire un tableau stoichiométrique. Donc, pour faire un tableau stoichiométrique, première chose à faire, c'est d'écrire l'équation chimique équilibrée. Donc, là, je vais écrire mes coefficients stoichiométriques qui me permettent d'équilibrer la réaction. Alors, 1, 3, 2, 2. Ensuite, là, je vais faire un tableau stoichiométrique à 3 lignes et toutes les quantités de matière vont être exprimées en mol. La ligne I, c'est pour l'état initial. La ligne R, c'est pour la réaction. Donc, qu'est-ce que la réaction consomme et qu'est-ce qu'elle forme? On appelle ça aussi la ligne des X. Et la ligne F, c'est l'état final. OK, donc mon tableau stoichiométrique, puisque je dois être en mol, je vais convertir le 5,08 g à l'aide de la masse molaire de l'éthylène. OK, donc cette quantité-là d'éthylène, je viens la placer dans mon tableau stoichiométrique. Alors 0,181. En ce qui concerne l'oxygène, là, si on lit bien l'énoncé de la question, on est dans l'air, donc on doit comprendre qu'on a un excès d'oxygène ici.
Ensuite, bien évidemment, les produits, c'est 0, 0 à l'état initial. La réaction n'a pas encore eu lieu. OK, ensuite, ligne réaction, ligne des X. Là, je vais dire moins X ici, moins 3X ici, puisque mon coefficient stoichiométrique, c'est 3, plus 2X, plus 2X. Et à la fin, là, on doit assumer que la réaction est toujours totale, c'est-à-dire qu'il ne reste aucun du réactif éthylène ici. Je mets un 0. Pour O2, mais puisqu'il était en excès initialement, il se retrouve également en excès à la fin. OK. Là, ce qu'on peut voir à l'aide de la première colonne, c'est que je peux déjà déterminer la valeur de mon x. Donc, 0.181 moins x égale à 0. Donc, x est égal à 0,181. Ce qui me permet d'aller chercher les quantités de mol des produits. Donc, pour CO2, c'est 2x, ce qui nous donne 0,362. Et même chose pour H2O. OK? Ce sont donc les nombres de moles maximaux de produits formés en assumant une réaction complète. Question B. Trouvez le nombre de molécules de O2 consommées par cette combustion. À l'aide du tableau stoichiométrique, on peut se rendre compte que la réaction a consommé 3x de O2. Alors, 3x, ça me donne 0,543 mol de O2 consommé. Puisque je veux traduire ça en nombre de molécules, je vais devoir multiplier par le nombre d'Avogadro. Ce qui me donne une valeur de 3,27 fois 10 à la 23 molécules de O2. OK, voyons maintenant un deuxième exemple dans les cas à une seule donnée fournie. On fait réagir 10,0 g d'aluminium avec de l'acide chlorhydrique. Trouvez le nombre de mol minimal de HCl à ajouter afin de faire réagir tout le métal. Je vais d'abord commencer par traduire la masse d'aluminium en nombre de mol. Alors, je divise par sa masse molaire. Donc, ça me donne 0,371 mol. Okay. Ensuite, évidemment, je dois équilibrer mon équation chimique. 2, 6, 2 et 3. Mon tableau stoichiométrique, important de spécifier toujours qu'on est en mol, de telle sorte que je n'ai pas besoin de répéter mes unités dans le tableau. Alors, à la ligne initiale, on a la quantité de 0,371 mol d'aluminium. Et la quantité d'HCl, ça, c'est ce qu'on cherche. Donc, je vais laisser ça vide pour l'instant. Je vais compléter le reste du tableau. Je sais qu'il y a 0 en produit à l'état initial. Ligne des X, ça, je peux déjà compléter ça. Moins 2X, moins 6X, plus 2X, plus 3X. Et on sait qu'à la fin, on doit faire réagir tout le métal. Donc, je vais mettre 0 ici. Et puisqu'il est écrit aussi nombre de mol minimal de HCl à ajouter, on doit déduire que c'est 0 ici. Il n'en reste plus à la fin. D'accord. Donc déjà, là, de la première colonne, je peux calculer la valeur de x. Donc 0,371 moins 2x égale à 0. Donc x est égal à 0,186. Et si on regarde maintenant la deuxième colonne, celle du HCl, eh bien, la valeur qu'on cherche, moins 6x, est égale à 0. Ça veut dire que si je fais 6 fois 0,186, j'obtiens la quantité initiale de HCl qui est à ajouter pour faire réagir tout le métal. Donc, on répond ici à la question. Au passage, on peut terminer le tableau. Donc, quantité des produits formés à la fin de la réaction, 2x pour le AlCl3, donc 0,371, 3x pour H2,
ce qui nous donne 0,558. Question B. Trouvez la masse du composé ionique formé au cours de cette réaction. Donc, dans les produits formés, on a AlCl3 et H2. AlCl3, c'est le composé ionique. C'est un composé qui est formé du cation aluminium 3+, et de 3 anions Cl-. Donc, puisqu'on a rempli notre tableau stoichiométrique, on sait qu'on obtient 0,371. Oups, je crois qu'il y a une petite erreur ici. C'était plutôt 0,372 ici. J'ai oublié d'arrondir. Alors, 0,372 fois 133,34 grammes par mol, donc la masse molaire de AlCl3. On multiplie ça et on obtient donc 49,6 grammes avec 3 chiffres significatifs. OK. Le deuxième cas qu'on va rencontrer dans les exercices, ce sont les réactions qui se passent en solution. Et pour ces réactions-là, les quantités de matière vont être exprimées en concentration et en volume. Donc, on a une espèce qui est dissoute en solution et on doit se rappeler que la concentration se définit comme étant le nombre de moles de soluté par litre de solution. Donc, ça, c'est la définition de la concentration. Et si on regarde cette équation-là attentivement, on peut se rendre compte que si on a le volume d'une solution et qu'on a la concentration, on peut aller chercher le nombre de moles total du soluté. Alors, par exemple, on ajoute 250,0 ml d'une solution aqueuse de KOH de concentration égale à 0,500 mol par litre à une solution contenant un excès de FeNO3 3. À calculer le nombre de moles de KOH ajouté. Donc, comme j'ai la concentration de la solution de KOH ici, 0,500 mol par litre, et j'ai le volume, je vais pouvoir trouver le nombre de moles. Mais avant de faire ça, il faut que je convertisse le volume qui est en millilitres en litres pour que ça soit compatible au niveau des unités. Donc, 250 divisé par 1000, ça me donne cette valeur-là en litres, fois la concentration. Donc, ça me donne 0,125 mol. Et en B, on nous demande de compléter le tableau. Donc, je vais commencer par équilibrer la réaction. 3 ici, 1 ici, 1 ici. Là, j'écris les 1 en fait, mais sachez qu'on a un 1, on n'a pas besoin de l'écrire là. OK, tableau stoichiométrique. À la ligne initiale, je vais donc mettre la quantité de KOH de 0,125 mol. Pour le FeNO3 on est en excès. 0,0 pour les produits. Ligne des X, moins 3X, moins X, plus X, plus 3X. À la fin, on lit qu'on doit consommer tout le KOH. Ici, ben, ça va rester en excès à la fin. À l'aide de la première colonne, on peut déduire la valeur de X. Alors, X est égal à 0,125 divisé par 3, ce qui nous donne 0,0417, ce qui me permet de compléter la ligne des produits. Donc, ici, la valeur de X et ici 0,125. Donc, ça, c'est les quantités de mol des produits formés. OK. Deuxième exemple de réaction en solution. On fait un titrage, donc on titre 20,0 ml d'une solution d'acide phosphorique, H3PO4, de concentration inconnue par une solution de KOH de concentration
égale à 0,150 mol par litre. On nous dit, si le point d'équivalence est atteint après l'ajout de 18,20 ml de KOH, calculez le nombre de moles de KOH ajoutés au total. Alors, juste une petite note par rapport à ce qu'on parle ici, là. Le point d'équivalence, quand on fait un titrage, c'est le point où la quantité de moles de la base ajoutée va être juste assez pour réagir avec toute la quantité de moles d'acide qui était présente initialement. Alors, je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc, on sait que le point d'équivalence est atteint après l'ajout de 18,20 ml de KOH. Donc, je vais calculer la quantité de moles. Donc, je divise par 1000, ça me donne 0,01820 litres que je multiplie par la concentration. Ce qui me donne, en notation scientifique, 2,73 fois 10 à la moins 3 moles. En B, calculer le nombre de moles de H3PO4 contenu dans le 20,0 ml avant le titrage. Donc, je vais faire un tableau stoichiométrique. On équilibre la réaction. 1,3 ici, 1 ici, 1,3 ici. Et j'ai déjà déterminé la quantité de KOH qu'on a ajouté pour atteindre le point d'équivalence. Donc ça devrait être dans la ligne initiale. J'ai 0 et 0 ici. Le nombre initial de l'acide phosphorique, on ne le sait pas puisque on n'a pas la concentration. Je peux continuer avec la ligne des X, donc moins X ici, moins 3X, plus X ici, plus 3X. Et à la fin, c'est-à-dire au point d'équivalence, on sait que tout l'acide présent initialement va être neutralisé par la quantité juste idéale de la base. Donc, il va rester 0 et 0 de l'acide et de la base. Donc, là, à l'aide de la deuxième colonne, je peux déduire la valeur de X. Donc, 2,73 fois 10 à la moins 3 divisé par 3, ce qui nous donne 9,10 fois 10 à la moins 4, notre valeur de X. Donc, j'ai trouvé la quantité de mol initiale d'acide phosphorique dans la solution. En C, on nous demande de calculer la concentration de la solution d'acide phosphorique avant le titrage. Donc, puisque j'ai la quantité de mol initiale et que je connais le volume de cette solution-là, je vais pouvoir calculer la concentration assez facilement. Donc, concentration initiale est égale à 9,10 fois 10 à la moins 4 divisé par le volume qui était de 20 ml que je vais convertir en litres, ce qui me donne 4,55 fois 10 à la moins 2 mol par litre. OK. Cas numéro 3, ce sont les réactions où il va y avoir un réactif limitant. Donc, un réactif limitant, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est à l'aide d'une analogie de cuisine. Donc, par exemple, si vous essayez de faire une recette à la maison pour une certaine quantité de plats, puis il y a un ingrédient que vous avez la moitié de la quantité nécessaire. Ben, ce qui va se passer, c'est que cet ingrédient-là va être votre ingrédient limitant. Il va limiter la quantité de plats que vous allez pouvoir produire. OK? Donc, c'est un peu la même chose pour les réactions chimiques. Quand on a un réactif limitant, c'est lui qui va causer la réaction à arrêter. Donc, c'est le réactif qui va être complètement consommé et qui va causer la réaction à arrêter. Puis, c'est lui qu'on va utiliser pour déterminer la quantité maximale de produits qu'on va pouvoir former. Le réactif en excès, quant à lui, c'est le réactif qui n'est pas complètement
consommé et qui demeure en excès à la fin. Donc, par exemple, ici, on a la réaction entre le H2, l'hydrogène, et l'oxygène pour former H2O. On appelle ça la combustion de l'hydrogène. Ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai besoin de 2 moles de H2 par chaque mol de O2. Donc, le rapport molaire ici, c'est 2 moles de H2 pour 1 mol de O2. OK, donc, si je regarde mon état initial ici, j'ai 2 molécules H2 et 3 molécules de O2. Mais comme j'ai besoin d'une seule molécule de O2 pour 2 molécules H2, ben, il y a juste ces molécules-là que je viens d'entourer qui vont réagir. Donc ça va me donner 2 molécules d'eau, mais il va y avoir 2 molécules de O2 qui vont rester en excès. Donc dans cet exemple-là, H2 c'est le réactif limitant, puis O2 c'est le réactif en excès. OK. Alors, un peu de pratique avec un exemple concret. On fait réagir 6,80 g d'aluminium avec 5,85 g d'oxygène. Notez ici qu'on donne les masses des deux réactifs. Donc, à ce moment-là, vous devez identifier le réactif limitant. On va commencer par traduire ces masses-là en nombre de moles. Okay. Donc, pour l'aluminium ici, 6,80 g. 0,252 moles, donc ça va aller là. Puis pour l'oxygène, « 0,183 moles. OK, évidemment, il faut que j'équilibre la réaction. Donc, pour trouver le réactif limitant, je vais faire une première hypothèse. Je vais dire que c'est l'aluminium le réactif limitant. Donc, à ce moment-là, si c'est le réactif limitant, ça veut dire qu'il en reste 0 à la fin. Je vais compléter mon tableau. Alors, 0 à l'initiale pour le produit, moins 3x plus 2x. OK, donc, selon notre hypothèse 1, ça voudrait dire que le x serait égal à 0,252 divisé par 4. Donc, ça nous donnerait une valeur de x de 0,0630. Alors, si cette hypothèse-là est valide, à ce moment-là, on obtiendrait 0,126 mol du produit. Et pour O2, là, à ce moment-là, je vais faire 0,183 moins 3 fois ma valeur de x. Et je tape ça dans ma calculatrice et j'obtiens une valeur négative. Okay? Ce qui est absolument impossible. Donc, à ce moment-là, on n'obtiendra pas 0,126 mol du produit. Et à ce moment-là, on rejette cette hypothèse-là. Je vais passer à l'hypothèse numéro 2. Hypothèse numéro 2, O2 est le réactif limitant. OK. Donc, la première ligne est identique. Ligne des X est identique. Et là, ici, je vais mettre mon petit 0 ici, puisqu'O2 serait limitant. Je calcule ma valeur de X, donc 0,183 divisé par 3. À ce moment-là, ça me donne une valeur de 0,0610. OK, donc pour le produit 2 fois X, ça nous donnerait 0,122. Et pour le deuxième réactif, alors 0,252 moins 4x, ça nous donne effectivement 0,08, qui est une valeur positive. Donc, ça voudrait dire que notre hypothèse est validée. Aluminium reste en excès.
O2, c'est le limitant, il est complètement consommé. Puis 0,122 mol du produit, c'est la quantité maximale qu'on va pouvoir former dans ces conditions-là. Une autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que là, quand j'ai fait mes deux hypothèses, j'ai calculé deux valeurs de x et celle que j'ai retenue, c'est le x le plus petit. Donc ça, c'est une façon d'identifier quel est le réactif limitant, c'est en déterminant les deux valeurs de x et en prenant le x le plus petit. OK, voyons un deuxième exemple ensemble d'une réaction avec réactif limitant en utilisant toujours cette même réaction-là entre l'aluminium et l'oxygène. Cette fois-ci, j'ai 75,0 g d'aluminium avec 71,0 g d'oxygène. OK? En A, on nous demande d'identifier les réactifs limitants. Premièrement, j'ai besoin de convertir ça en mol. D'accord, donc l'équation doit être équilibrée. À la ligne initiale, je vais mettre mes mols. 2,78, 2,22, 0 ici. Ligne des x, moins 4x, moins 3x, plus 2x. Là, pour déterminer le réactif limitant, je vais calculer deux valeurs de x. Je vais calculer x1. Donc, x1, c'est basé sur l'aluminium. Donc, si l'aluminium était le réactif limitant, 2,78 moins 4x est égal à 0. Donc, ça donnerait un x qui est égal à 0,695. Deuxième hypothèse, si l'oxygène était limitant, 2,22 moins 3x est égal à 0. Donc, x2 est égal à 0,740. Donc là, déjà, on peut rejeter x2. Puis, à ce moment-là, on confirme que l'aluminium, c'est notre réactif limitant et O2 est réactif en excès. OK. Juste pour être certain, je vais compléter le tableau. Donc, ici, c'est 0, c'est le limitant. 2,22 moins 3 fois x1, ça nous donne 0,135. Donc, évidemment, là, O2 reste en excès, donc ça confirme notre hypothèse. Pour le produit, 2x, 1,39. Et en B, calculer la masse du produit formé et du réactif en excès après la réaction. Bien, puisqu'on a fait notre tableau stoichiométrique, c'est juste de traduire ça en masse. Donc, on obtient une masse maximale de 142 g de Al2O3. J'ai mis un petit crochet ici pour signifier qu'il y a seulement deux chiffres significatifs. Donc, la quantité excédentaire d'oxygène serait de 4,3 g. Alors, ça conclut le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée.